Je vous présente nos intervenants pour cette première séquence bilan du programme actuel et nouvelles perspectives et défis du nouveau programme. À mes côtés, Laure Coudrello, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation. À vos côtés, Mathieu Roumégous, directeur de l'agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport. Bonjour à vous. Bonjour. Thémis Christophidou est en direct de Bruxelles. Vous allez la voir dans quelques instants. Elle est la directrice générale éducation, culture, jeunesse et sport à la Commission européenne. Bonjour Madame Christophidou. Merci d'être en ligne et d'être connectée avec nous de Bruxelles. Bonjour. Merci. Nous aurons également un message en vidéo de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. À mes côtés, Laurence Farin. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes eurodéputée, membre de la commission Culture et Éducation. Vous avez été une des négociatrices au Parlement européen du nouveau programme, donc vous avez beaucoup de choses à nous dire aussi. Et nous sommes en ligne en digital, en direct de Marseille, avec Bernard Beignet, qui est le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui nous dira comment il va s'approprier, comment sa région académique va s'approprier le nouveau programme. Bonjour, monsieur le recteur. Bonjour à vous. Voilà, et ben c'est formidable. Tout fonctionne comme si nous étions tous ensemble. Laure Coudrello, Mathieu Roumégous, peut-être avant de parler du bilan du programme, évidemment, il faut que nous revenions sur ces circonstances exceptionnelles qui nous obligent à discuter tous ensemble de cette façon-là. Les événements des derniers mois, comment vous vous êtes adapté à la pandémie de Covid-19 ? Laure Coudrello. Alors je pense que les agences nationales ont été encore plus proches qu'habituellement de leur public et des participants, parce qu'on a dû faire face et connaître des situations de jeunes qui, par la soudaineté du premier confinement en tout cas, ont été perturbés dans leur mobilité. Donc là, je crois qu'il y a une chaîne qui s'est très très bien organisée avec les établissements qui faisaient partir les jeunes, et les adultes aussi, il ne faut pas l'oublier. Et je crois qu'au niveau national, on a eu une vraie communauté d'action, pilotée aussi par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, son service des crises qui gère bien l'information. Et en tant qu'agence nationale, on a pu mettre très vite des informations en ligne sur nos sites. On a très vite essayer d'être au plus près des jeunes qui rencontraient des difficultés, ça c'est très important. On a aussi beaucoup travaillé avec nos collègues des autres agences, la Commission européenne, pour ensuite trouver les solutions pour les établissements qui avaient fait partir ces jeunes et ces adultes et qui voyaient ces mobilités transformées, changer. Donc on a mis une cellule de veille en place extrêmement rapidement pour donner les informations aux établissements. Et puis nous, évidemment, comme tout le monde, on a changé nos méthodes de travail. Elles ont été très largement modifiées. La conférence d'aujourd'hui, c'est la troisième qu'on fait du genre où on est complètement à distance, où nos équipes ont dû apprendre à travailler différemment. On a formé nos évaluateurs avec des modules de formation en distanciel. On a réalisé nos comités nationaux d'évaluation en distanciel. Donc tout le monde s'est adapté. Et je pense qu'il y a eu quand même cette communauté Erasmus+, elle a vraiment bien joué. Elle a essayé d'être au plus près des jeunes qui rencontraient des difficultés. Mathieu Roumégous, c'est vrai que la jeunesse a été et toujours fortement impactée par cette pandémie. Oui, tout à fait. Jeunesse fortement impactée et mobilité européenne aussi fortement impactée par la crise. Mais malgré ces impacts, on a néanmoins beaucoup de raisons d'espérer. Donc impact fort, je le disais, sur la mobilité européenne, puisque du fait de la fermeture des frontières, notamment au premier confinement, de l'arrêt des déplacements à partir du premier confinement aussi, beaucoup de projets ont forcément été impactés et ont dû soit s'arrêter, soit s'adapter.
jeunesse aussi, vous le disiez, fortement impactée. Toutes les études le montrent que les jeunes ont été l'une des premières victimes de cette crise. Le tissu associatif aussi du secteur jeunesse a été fortement impacté. Certaines associations dans des situations assez précaires. Mais malgré cela, donc je le disais, des raisons d'espérer, parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations et à plusieurs niveaux. Adaptation au niveau de l'Union européenne déjà, puisque la Commission européenne a permis un certain nombre de flexibilités pour que les projets puissent s'adapter, puissent se prolonger, se décaler et finalement se dérouler. Adaptation aussi de l'agence. Laure Coudrello en parlait pour l'agence éducation-formation et on peut faire le même constat pour l'agence jeunesse et sport, avec davantage d'activités en ligne, de formation des structures des jeunes en ligne aussi, organisation de réunions en ligne, accompagnement renforcé des porteurs de projets. Et adaptation aussi évidemment des porteurs de projets qui ont su adapter leurs projets tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme en organisant un certain nombre d'activités virtuelles, numériques, et sur le fond aussi puisque certains porteurs ont adapté leur mission de manière à pouvoir répondre davantage à la crise sanitaire. Et l'une des principales raisons d'espérer que j'évoquais aussi, c'est sur l'année 2020. On fonctionne par appel à projet en fait, et on a reçu davantage de candidatures aux appels à projets de l'année 2020 malgré la crise. Malgré cette fermeture des frontières. Ça, c'est vraiment tout le côté positif de la jeunesse. Il y a en permanence des projets. Et puis l'appétence qui continue sur le projet avec vraiment des candidatures en nombre renforcé et une vraie demande aussi des jeunes, on les entend, qui ont envie de repartir. Ils le disent tous. Alors, ça c'était pour la partie effectivement nouvelle plus pessimiste sur la pandémie, mais il y a beaucoup de bonnes nouvelles et tout de suite on va regarder le bilan du programme qui s'achève, 2014-2020, quelques chiffres clés. Regardez. Voilà pour ces quelques chiffres clés. Erasmus+, qui est la réalisation européenne la mieux identifiée des Français. C'est quand même formidable. Quelques mots, peut-être quelques réactions sur ce bilan, Laure Coudrello?
Un bilan, vous l'avez vu, très positif, des publics plus nombreux qui partent grâce à des financements qui avaient été déjà augmentés, une diversité des destinations. On va depuis 2015 au-delà de l'Europe, en tous les cas dans l'enseignement supérieur, et un vrai travail sur la mobilité dans la formation professionnelle, avec une expérimentation sur la formation des apprentis, une formation, une mobilité de longue durée, ce qui est quelque chose d'innovant. C'est aussi, et il faut le dire, un ressenti très positif des jeunes qui partent en mobilité. Quand ils rentrent, à plus de 90%, ils reconnaissent avoir fait vraiment des progrès en langue, bien évidemment, mais aussi en gestion de leur autonomie et ensuite dans la découverte et la capacité à travailler dans des environnements complexes. Et ça, je crois que c'est vraiment une force du programme. Il est fait pour... c'est la mobilité pour les compétences, des compétences qu'on acquiert dans cette mobilité, des compétences qui sont transversales quand on part sur des périodes courtes, et puis des compétences qui sont vraiment professionnelles quand on va sur des mobilités de plus longue durée. Donc ça, je crois que c'est bien. Le programme a aussi permis de lancer quelques expérimentations très innovantes. Alors je citerai celle évidemment des universités européennes, où là il y a l'idée qu'on va réfléchir à une nouvelle forme de gouvernance dans les universités à travers l'Europe, qu'on va aider les jeunes à parcourir l'Europe dans le cours de leur formation. Et puis le pendant de ces universités européennes, les centres d'excellence en formation professionnelle qui seront à l'égal de ces universités européennes des modèles pour la formation professionnelle. Et on va passer à la vitesse supérieure sur les universités européennes, sur les centres d'excellence professionnelle, dans le nouveau programme. Mathieu Roumégous, un mot de bilan sur ce programme? Bien, sur le volet jeunesse et sport, bilan très positif aussi. D'abord, sur le volet jeunesse, ce qui est important sur la période 2014-2020, c'est que c'est véritablement la période qui a intégré le volet jeunesse au sein du programme Erasmus, et c'est en partie pour ça que le programme est devenu en 2014 Erasmus+, avec des possibilités de soutenir des projets d'échange de jeunes, des projets de volontariat aussi, jusqu'à 2018 avec le service volontaire européen, puis à partir de 2018 avec le corps européen de solidarité. Un bilan positif aussi à l'échelle nationale, puisque sur la période, on peut dire qu'il y a une certaine cohérence à l'échelle nationale qui s'est créée entre plusieurs dispositifs d'engagement, puisqu'en 2016, l'agence Erasmus+, Jeunesse et Sport a fusionné avec l'agence du service civique, donc l'agence du service civique qui gère maintenant 3 dispositifs, le service civique à l'échelle nationale et au niveau européen, donc le programme Erasmus+, Jeunesse et le corps européen de solidarité, avec davantage de passerelles entre ces dispositifs et des parcours d'engagement pour les jeunes. Et je dirais aussi un bilan très positif parce que le programme Erasmus+, on peut dire véritablement qu'il s'adresse à tous les jeunes, quel que soit leur statut, quel que soit leur diplôme. Et ça se ressent dans les chiffres qui ont été montrés juste avant. Ça s'adresse à tous les jeunes et on entend souvent une information erronée à mon sens qui dit que Erasmus+ est réservé à une élite, seulement à une catégorie de jeunes, et ce qui est faux. Et ce que je dis, ça vaut à la fois pour le secteur éducation-formation comme pour le secteur jeunesse. Tous les jeunes peuvent vivre une expérience interculturelle dans le cadre du programme Erasmus+, peuvent acquérir les compétences qu'a cité Laure Coudrello, peuvent s'ouvrir à l'Europe et s'ouvrir au monde aussi, parce que pour le secteur jeunesse, donc c'est des mobilités possibles sur le continent européen, mais aussi dans les pays voisins de l'Europe, le sud de la Méditerranée, le Caucase, les Balkans, l'Europe de l'Est. Donc un programme vraiment ouvert à tous. Et en quelques secondes aussi 2 mots sur le volet sport qui a aussi un bilan très positif sur la période, avec beaucoup de financement et notamment les porteurs de projets français qui ont su se saisir de ce volet sport, parce que plus de 12 millions d'euros ont bénéficié à des projets menés par des acteurs français pour des projets sur des thématiques aussi variées que l'inclusion par le sport, l'égalité femmes-hommes dans le sport, l'éducation par le sport. Donc un bilan très positif sur ces 2 volets. Et ce sont des axes qui vont également être largement redéployés dans le nouveau programme 2021-2027. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux, l'agence Jeunesse et Sport, l'agence Éducation-Formation, de ce nouveau programme? Laure Coudrello. Alors nous, ce qu'on espère beaucoup, c'est de cette nouvelle mobilité qui inclut désormais les scolaires. Et ça, pour nous, ça va être important. Et aussi, depuis peu, puisque le Parlement a œuvré là-dessus, les adultes. Et ça, donc, on va avoir une enveloppe conséquente pour cette mobilité. Donc, on va vraiment élargir les publics. Ouais, Erasmus+, ça ne sera
plus que ça ne sera pas seulement pour les étudiants, comme souvent on a tendance à le penser. Ça ne l'est déjà hein. pas, mais ça le sera encore moins. C'est ça qu'il faut dire. Et je pense qu'on va pouvoir aussi organiser des dynamiques sur tout ce qui est formation des enseignants. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'ouverture qu'on a connue pour l'enseignement supérieur, elle va aussi se déployer pour la formation professionnelle. Et quelque part dans l'organisation nouvelle de ce programme, on va mettre à parité des voies d'apprentissage différentes, la voie générale, la voie par l'apprentissage. Ces deux voies vont être des voies d'excellence et ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Et on va faciliter la vie de tous les porteurs de projets, ceux qui nous écoutent le savent déjà pour certains, grâce à l'accréditation dans le secteur du scolaire, dans le secteur de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes, parce qu'on va avoir cette clé d'accès à un financement sur 7 ans. Et là, les établissements vont vraiment pouvoir construire des politiques d'internationalisation. Et donc, quelque part, sur les territoires, il y aura désormais les outils pour développer cette internationalisation beaucoup plus largement. Oui, alors tous ces mots, accréditation, tout ça, bien évidemment, on va les détailler tout au long de la journée. Vous allez voir, ce ne sont pas tant que ça des gros mots. Mathieu Roumégouz, un bilan côté, plutôt vos attentes côté jeunesse et sport pour le nouveau programme 2021-2027 ? Bien, ce qui est très positif dans le programme 2021-2027, c'est d'abord qu'il soit dans la continuité de 2014-2020 et qu'il s'appuie sur les réussites de 2014-2020. Et ce que l'agence attend de ce nouveau programme, c'est qu'il soit encore plus accessible, et ce sera nécessairement le cas avec les hausses de budget spectaculaires sur le programme Erasmus+, qu'il soit plus accessible aussi parce qu'il est plus simple et parce que des nouvelles modalités d'accès, Laure Coudrelot en parlait sur l'accréditation, ce sont aussi des modalités qui sont ouvertes au secteur jeunesse, avec la possibilité pour les acteurs du monde de la jeunesse d'avoir des stratégies de long terme et de bénéficier d'accès plus simplifiés ensuite avec des demandes de financement simplifiées. Donc programme plus accessible, plus simple et en adéquation aussi avec les aspirations de la jeunesse en étant plus numérique et plus vert. Oui, je pense que les deux défis sociétaux que sont la transition numérique et la transition écologique, qui sont vraiment avec l'inclusion les 3 priorités de ce nouveau programme, c'est vraiment quelque chose qui va donner une dynamique nouvelle à ce projet bien financé. Alors justement, nous allons passer la parole à Madame Thémis Christofidou à Bruxelles en direct. Je le rappelle, Madame Thémis Christofidou, vous êtes directrice générale éducation, culture, jeunesse et sport à la Commission européenne. Dites-nous ce que ce nouveau programme a de différent et surtout quels en sont les grands défis. Bonjour à tout le monde. J'aurais bien préféré être avec vous à Bordeaux. Nous aussi. Ici à Bruxelles, il neige à propos. Je voudrais d'abord féliciter Laure Coudrelot et Mathieu Roumégouz et leurs équipes pour un travail formidable pendant les dernières années et les remercier d'avance pour tout ce qu'ils vont faire pour le nouveau programme Erasmus+, pour la période 21-27. Et je voudrais à propos aussi remercier chère Laurence Farrand, membre du Parlement européen, dont le soutien pendant les négociations a toujours été au rendez-vous et j'apprécie beaucoup son soutien. Alors, comme vous le savez, les négociations politiques nous ont accordé un financement de 26 milliards d'euros pour la nouvelle période. Et ça, c'est un quasi-doublement de l'enveloppe. Alors déjà, on est très heureux, c'est un grand succès, une reconnaissance de ce programme. Alors, on a désormais tous les moyens d'être un acteur majeur du changement en Europe. On va mobiliser les secteurs de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports autour de la reprise après de cette pandémie. Cependant, comme ça a été déjà mentionné, la continuité reste le mot d'ordre. Le nouveau programme repose en grande partie sur le succès du programme précédent en conservant tous ses atouts. L'intégration dans un programme unique de l'ensemble des secteurs de la formation et de l'éducation formelle, informelle et non formelle, de la jeunesse et des sports,
tout en offrant des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, articulées autour de 3 actions clés. Les nouveautés visent à rendre le programme plus inclusif, plus accessible et plus tourné vers l'avenir. Avec ce budget sensiblement augmenté, le programme sera non seulement plus inclusif et innovant, mais il va contribuer aussi à réorienter le modèle économique de l'Union européenne vers plus de durabilité, avec des transitions vertes et numériques comme moteur de la transformation. Il sera un des éléments clés pour la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des actions prévues pour l'espace européen de l'éducation d'ici 2025 et du plan d'action numérique. La dimension numérique du programme répond à la nécessité de relever divers défis, en particulier ceux énoncés dans le plan d'action pour l'éducation numérique. Ce programme soutiendra la préparation numérique des systèmes d'éducation et de formation et va contribuer aux réformes dans le domaine du digital à travers le soutien des pratiques innovantes. La dimension digitale fera partie intégrante de la conception des activités et des processus sous-jacents du programme Erasmus. Concrètement, les incitations à la transformation numérique seront intégrées dans tous les secteurs et actions clés, avec le soutien des initiatives spécifiques. Le programme développera un apprentissage numérique accessible et de haute qualité, renforcera la capacité des enseignants, des formateurs, des animateurs de jeunesse à utiliser les outils et les contenus numériques, à tester et à promouvoir l'apprentissage à distance ainsi que l'apprentissage mixte. Les actions de mobilité du programme offriront également un nombre accru d'opportunités pour acquérir et développer des compétences numériques grâce à des initiatives telles que le programme de stage en opportunités numériques. La mise en œuvre du programme sera également considérablement numérisée et simplifiée pour les participants, notamment grâce à la carte d'étudiant européenne et un support informatique remanié et simplifié. Nous allons continuer à soutenir les plateformes d'apprentissage numérique qui ont prouvé encore une fois leur efficacité pendant la pandémie. Le programme sera aussi plus inclusif pour les personnes ayant moins d'opportunités. On a parlé tout à l'heure, c'est pour les élites ou pas. Et plus accessible pour les petites organisations et les nouveaux arrivants au programme. Cela se fera grâce à des mécanismes financiers adaptés et à une communication ciblée. Il sera plus simple de monter des projets de coopération à petite échelle et il y aura un grand choix d'activités possibles telles que l'apprentissage mixte et l'éducation numérique, la mobilité et la coopération virtuelle, la mobilité de groupe ou encore des périodes d'apprentissage de durée plus réduite à l'étranger. L'une de nos nouveautés principales est la mobilité des élèves des écoles et des apprenants adultes. Jusqu'à présent, on a envoyé à l'étranger que dans le cadre des projets de coopération sous l'action clé 2. Maintenant, ça sera possible sous l'action clé 1. Ça, c'est une nouveauté importante. Pour favoriser la transition écologique, nous allons favoriser l'intégration des pratiques vertes dans tous les projets et on va soutenir dans tous les secteurs la sensibilisation aux enjeux environnementaux et climatiques. Le nouveau programme soutiendra en outre des projets visant à développer des compétences dans divers secteurs liés au développement durable. Enfin, le programme soutiendra l'utilisation des pratiques innovantes pour faire des apprenants, des personnels et des animateurs de jeunesse des véritables agents du changement. Nous souhaitons mettre à disposition des moyens nécessaires pour économiser les ressources, réduire la consommation d'énergie, réduire les déchets non recyclables tels que les plastiques, améliorer le traitement des déchets, diminuer les émissions responsables de l'empreinte carbone, opter pour des choix alimentaires et de mobilité durable et utiliser durablement les ressources marines et améliorer la connaissance des océans. Je m'arrête ici, mais je voudrais dire juste un petit mot sur les universités européennes qui ont été mentionnées pour dire que c'est impressionnant que parmi les 41 alliances d'universités européennes, où nous avons 33 universités françaises. Je crois que c'est un succès impressionnant et il faut
pas oublier de le mentionner. Merci. Madame Christophidou, juste, je voudrais vous poser une dernière question. Il nous reste vraiment 1 minute. On a un programme très chargé aujourd'hui, mais on l'a compris, c'est vraiment un programme dans la continuité, mais un programme de l'ouverture qui va donner de la respiration, qui va inclure plus de public. Vous le savez, le précédent programme, les gens se plaignaient beaucoup quand même que c'était compliqué, Erasmus+. Est-ce que vous pouvez vraiment nous dire qu'il y a cette volonté à la Commission européenne d'une réelle simplification des procédures ? Il y a la volonté et je crois que Laure Coudrelot a déjà mentionné qu'on travaille beaucoup ensemble avec les agences nationales pour les simplifications qui sont jugées importantes pour les agences nationales et pour les bénéficiaires, pas pour la Commission européenne. Alors, on poursuit ces efforts et on va insister principalement sur moins d'exigences administratives, des actions plus simples et plus accessibles et des améliorations techniques, notamment je parle du système informatique. On parle de formulaires de candidature plus user-friendly en français, une stabilité et fiabilité des formulaires électroniques, des rapports finaux plus courts, des subventions simplifiées, encore en bon français, de l'AMSAMS. Puis, comme j'ai mentionné, la carte d'étudiant européenne sera une grande simplification. On fait tout ce qu'on peut pour simplifier. Il y a, je confirme, une volonté vraie de simplifier. Eh bien, merci beaucoup, Madame Thémis Christophidou de la Commission européenne. Merci d'avoir été en direct de Bruxelles. Si vous pouvez rester avec nous éventuellement jusqu'à la fin de la discussion, vous reprendrez la parole. Maintenant, je vais vous proposer de regarder, d'écouter l'intervention de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui représente un des États membres. Écoutez. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à la conférence de lancement du nouveau programme Erasmus+. C'est pour moi l'occasion, en dépit du contexte actuel qui est particulier, de dresser tout de même des perspectives très enthousiasmantes. Parce qu'en effet, nous avons des raisons d'être optimistes. Nous avons des raisons d'être optimistes sur les mobilités à venir, puisque en 2020, malgré la crise sanitaire, les demandes de mobilité Erasmus+ ont continué à augmenter dans notre pays, plus 7% par rapport à 2019. La mobilité européenne fait désormais partie intégrante de la vie des jeunes. Chaque année, ce sont plus de 100 000 Français, élèves, étudiants, apprentis, professeurs ou en recherche d'emploi qui vivent cette expérience. Ce constat, nous avons pu le faire notamment quand on a vu la réactivité des pays européens avec leurs agences, et nous l'avons vu depuis le début de la crise sanitaire. Les dépenses supplémentaires des jeunes ont ainsi pu être prises en charge. Ceux qui le souhaitaient ont pu reporter leur voyage, et des mobilités hybrides, à la fois présentielles et virtuelles, ont pu se développer. Ce nouveau programme, fruit d'un accord entre les 27, bénéficie d'un budget en augmentation de 80%. C'est assez rare d'avoir des budgets en augmentation de 80%. Donc au total, cela représente 26,5 milliards d'euros qui profiteront à 10 millions de personnes en 7 ans. C'est presque autant qu'au cours des 30 dernières années. Nous sommes fiers de cet engagement européen. Investir dans Erasmus+, c'est investir dans l'Europe, celle que nous appelons de nos vœux, une Europe qui met l'éducation et les jeunes au cœur du projet. C'est le programme emblématique d'une Europe réelle et concrète. Et c'est cette Europe réelle et concrète qui sera le ciment de l'espace européen de l'éducation que le président de la République française appelait de ses vœux dès 2017. Davantage de mobilité, davantage de coopération, davantage de parcours reconnus. Les académies Erasmus des enseignants, auxquelles je tiens tout particulièrement, seront au cœur de la démarche. Parce que dès cette année, elles permettront de créer un réseau d'instituts européens de formation des professeurs. Je souhaite ainsi que les étudiants qui ont vocation à devenir de futurs professeurs, puissent tout particulièrement participer à ces échanges, avec un projet européen partie intégrante de leur parcours. Imaginons une Europe où tous les professeurs ont eu une expérience dans un autre pays européen, avec les particularités d'un autre système scolaire. Ce sera formidable pour tout le monde. Eh bien, c'est cela que nous sommes en train d'amorcer. Car la mobilité doit toucher tout le monde. Et comment mieux toucher tout le monde que d'y aller au travers de tous les professeurs ? Mais nous avons aussi, pour toucher tout le monde, bien d'autres idées. Nous avons souhaité, avec l'aide du Parlement européen et avec l'aide de la Commission européenne, qu'Erasmus+ devienne un programme plus inclusif, capable d'attirer à lui tous les publics, et en particulier ceux qui parfois sont éloignés de l'école. Ainsi, tous les États participant au programme se sont engagés à proposer des compléments financiers adaptés, pour s'adapter aux besoins des jeunes et n'en exclure aucun.
C'est particulièrement pertinent dans la période actuelle où, dans l'ensemble des pays d'Europe, il peut y avoir des jeunes qui ont pu décrocher à cause des circonstances sanitaires. Eh bien, nous voulons les raccrocher là aussi. Le souci d'intégration est indissociable des valeurs civiques qui sont les racines mêmes d'Erasmus+, les racines de l'Europe. C'est ce que l'on peut appeler la responsabilité civique européenne. Parce que Erasmus+, peut manifester cela à compter de 2021 en devenant une véritable possibilité de développement durable, notamment à travers une incitation à des modes de transport plus respectueux de l'environnement. Ainsi, d'année en année, le programme Erasmus+ continue de se renforcer, d'œuvrer à la construction européenne en tissant de nouveaux liens d'amitié et de partage entre citoyens européens. Même la crise que nous traversons aura été finalement une occasion de développement de nouveaux types de mobilité. Nous devons faire de cet obstacle un levier, en enrichissant toujours plus le programme Erasmus+. Ainsi, en dépit des restrictions de voyage, aucun des pays de l'Union européenne n'a choisi de renoncer à l'ambition de ce programme, bien au contraire. Donner le plus possible à nos jeunes la possibilité d'étudier, de travailler, de vivre dans un autre pays européen reste un horizon partagé par nous tous. Et donc, au-delà de l'acquisition de compétences techniques, de compétences linguistiques, de compétences culturelles, qui sont précieuses pour la vie professionnelle actuelle ou future, nous sommes évidemment tous convaincus que ces expériences à l'étranger participent à un épanouissement personnel pour la vie. À moins d'un an du 35e anniversaire d'Erasmus et un an aussi de la présidence française de l'Union du Conseil de l'Union européenne, je suis très heureux de cette conférence organisée par nos 2 agences nationales. Elle confirme l'engagement de nos pays aux côtés de l'ensemble des partenaires européens pour Erasmus+, et donc pour l'éducation et pour la construction européenne. Donc je souhaite à vous tous une conférence très riche d'échanges et de projets futurs. Vive Erasmus+, vive l'Europe. Voilà le message de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Laurence Farin, vous êtes eurodéputée, je le disais en début de séquence, vous avez été une des négociatrices au Parlement européen du nouveau programme. Un accord politique a été trouvé sur la proposition de règlement de ce nouveau programme. Le processus d'adoption est en cours. L'aspect budgétaire, le ministre Jean-Michel Blanquer se félicitait de cette augmentation. Beaucoup de ministres rêveraient d'une augmentation budgétaire de 80%. Mais ça a été une partie importante des discussions parlementaires. Bien sûr. Alors d'abord, un tout petit mot de préambule. Moi, je suis très contente de pouvoir échanger aujourd'hui avec ceux qui vont faire le programme concrètement. Donc les agences Erasmus+, avec leur Codrello, Mathieu Roumégous, avec la Commission européenne, et puis surtout avec tous ceux qui sont derrière les écrans, qu'on ne voit pas, et qui vont mettre en œuvre opérationnellement ce programme et vont lui donner tout son potentiel. Je voudrais souligner aussi le fait que, on le sait, notre jeunesse est très, très, très impactée ces derniers mois. On n'imaginait pas ce séisme. Et que Erasmus a montré sa capacité à tenir les gens ensemble. Parce que c'est vrai que la Commission européenne a adapté les programmes, a mis en place des programmes hybrides, et que les liens et cette communauté qui existait, elle a aidé à tenir. Il y a bien sûr tous ces échanges en ligne qui ont pu avoir lieu. Et puis je citerai aussi cette plateforme dont on n'a pas parlé, qui s'appelle eTwinnings, et qui est un centre de ressources et de partage pour les enseignants, qui est très précieux. J'en ai rencontré beaucoup durant les mois entre 2 confinements, et c'était vraiment un moyen de faire vivre la pédagogie européenne et ces échanges. Alors, je vais maintenant revenir à la question, bien sûr. Évidemment, le budget a été une bataille, et le budget, c'est la mère de toutes les batailles, parce qu'il permettait ou non de déployer ce nouveau programme Erasmus+, et de lui donner toute son ambition. Ça a été une bataille parce qu'on était aussi là dans un moment très particulier. On se bat toujours pour les budgets, mais là on se battait doublement parce que nous négocions en cette fin d'année un accord global qui incluait et le budget de l'Union européenne et le plan de relance. Et vous savez que ça a doublé, voire décuplé le niveau des négociations. Donc en effet, on se félicite parce que le Parlement, parce que là, il y a, comme l'Europe sait le faire, eu une union sacrée autour de l'importance et de la sanctuarisation de ce programme. On a vu combien il incarne l'Europe, pour faire en sorte que nous ayons ces plus 2,2 milliards. Ça a été un des rares programmes qui a été abondé à ce stade. Et en effet, c'est une première victoire politique qui permettait d'aller plus loin dans les ambitions.
Ce nouveau programme, on l'a beaucoup dit, il comporte de nouvelles opportunités pour de nouveaux publics. C'était quelque chose d'important pour vous en tant que parlementaire ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis négociatrice pour le groupe Renew Renaissance de la majorité présidentielle. Il faut souligner qu'en effet, les parlementaires ont eu un vrai apport dans le programme. Ils ont ajouté la clause d'inclusion dont on a déjà beaucoup parlé. Ça veut dire qu'en effet, ce programme il va être ouvert plus largement à toutes les personnes avec moins d'opportunités. Point très important, que ce soit pour des raisons géographiques, pour des raisons sociales, pour des raisons aussi liées au handicap. Donc ça veut dire, là encore, des bourses plus élevées pour permettre d'accéder à la mobilité et à l'acquisition de compétences. Je reviens aussi sur l'aspect des adultes en réinsertion professionnelle, qui là tombe à point nommé parce que c'est vraiment, ça fait d'Erasmus ce programme taillé pour les enjeux du XXIe siècle et puis pour nos besoins très immédiats. Pour la reprise. Pour la reprise et pour le besoin. Oui, on est à la fois en période de crise et en période de transition. Donc il est clair que tout le monde, tout au long de la vie, jeunes adultes et adultes plus confirmés, je dirais, vont avoir ce besoin. Et à ce titre, je dirais que le programme Erasmus+, il incarne à la fois cette volonté d'inclusion, de construction de communautés, de faire en sorte que chacun soit intégré à cette histoire européenne. Et puis, d'un autre côté, il va aussi servir notre excellence et notre souveraineté, parce que c'est un débat qui a été très largement mené et mis en place pendant cette crise. Mais l'échange de compétences, l'évolution des compétences au travers de l'Europe sur les questions numériques d'environnement, il va être clé pour notre compétitivité aussi. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment un investissement très stratégique. Alors, on a parlé de la clause d'inclusion, de l'ouverture, programme plus démocratique, on l'a vu, très important pour les enseignants, Monsieur le ministre l'a rappelé à l'instant, pour les élèves plus jeunes qui peuvent se former aux langues, pour les apprentis, puisque là aussi, cette reconnaissance de l'importance des mobilités longues pour les apprentis et pour les personnes en formation professionnelle est tout à fait clé et donne un aspect très concret. Et puis peut-être, je vais vous dire beaucoup de choses, mais le changement climatique. Le changement climatique. Vous êtes auteur d'un rapport sur le sujet. Voilà. Alors là aussi, c'est une petite source de fierté pour le Parlement européen, puisque nous avons ajouté cette notion. Et puis, pour moi, plus modestement, parce qu'en effet, j'ai contribué à un rapport sur l'intégration de la dimension climatique dans les programmes, qui a été retenu. Donc, je suis très contente, parce que paradoxalement, ce programme qui touche les jeunes si mobilisés par l'environnement n'intégrait pas jusqu'alors ces indicateurs climatiques. On a beaucoup travaillé avec Anne Coudrello et Mathieu Rouégou sur ce sujet. Donc aujourd'hui, les indicateurs climat sur le fond des projets vont être mieux intégrés. Aussi, plus concrètement, les mobilités plus responsables et plus durables vont être financées. Donc c'est un grand apport pour le programme et pour sa philosophie générale. Un mot peut-être, sans être trop technique, mais bon, on est sur un sujet européen, donc sur la relation entre le Parlement, la Commission, sur la question de gouvernance aussi, dans l'élaboration du nouveau programme. En effet, alors je vais essayer de ne pas être technique, mais c'est tout à fait important. Là encore, pour que le programme soit tout à fait efficace, opérationnel, le Parlement européen a mis une certaine pression sur la Commission et le Conseil pour que le Parlement soit consulté sur les évolutions éventuelles du programme en cours de période. Et c'est très important, parce que ça veut dire que le budget, il est vraiment sanctuarisé pour ce à quoi il doit servir. Et donc, pour les porteurs de projets, c'est une vraie sécurisation. Ça veut dire que dans ce programme, il y a 3 nouvelles initiatives qui seront intégrées, qui étaient sous forme de projets pilotes et sur lesquels nous avons demandé à avoir des vraies sécurités. Là encore, nous en avons parlé, Alliance des universités européennes. Je le souligne parce que, en effet, Madame Christophidou disait que la France était bien représentée, mais à dessein, puisque c'est un projet qui avait été lancé par le président de la République en 2017, qui s'est très vite concrétisé. Et en effet, nous sommes moteurs sur ce sujet. Là encore, c'est à la fois l'excellence et la démocratisation de l'enseignement européen, puisqu'on va vers un vrai diplôme européen, on va vers cet espace européen de l'éducation. Et puis le pendant vers les jeunes apprentis, vers les formations professionnelles, avec les centres d'excellence pour la formation professionnelle et l'apprentissage sont aussi
un projet prototype qu'il va falloir nourrir et qui va, là encore, va nous faire partager de nouvelles compétences. Et puis, il y avait cette nouvelle initiative Discover EU pour la mobilité, les billets de train qui étaient offerts aux jeunes et qui permet des découvertes. Donc, ces nouvelles initiatives, il faut les conforter. Et c'est pour ça qu'on a été un peu pressant avec la Commission européenne pour que le budget affecté entre bien et finance ce qu'il doit financer. Et si nouvelles initiatives il y a, le Parlement s'est mis d'accord sur une annexe au programme qui va dire ce que le programme peut financer ou pas. Et s'il y a vraiment des choses nouvelles, nous serons consultés. Et ça, c'est une sécurité pour tous. Ce que vous voulez nous dire, c'est que finalement, ce nouveau programme, il y a un poids renforcé du Parlement, donc il est quelque part plus démocratique. Exactement, toujours. Mais en effet, nous avons insisté pour cette consultation et je pense que c'est très important. Et je redirais que nous avons vraiment besoin de tous ceux qui sont derrière les écrans, qui nous suivent pour vraiment développer et conforter toutes les nouvelles potentielles. Je pense vraiment notamment à la dimension apprentissage, formation professionnelle, puisque c'est vrai que ce programme, même si ce n'est pas la réalité, il est quand même plus identifié sur l'enseignement supérieur. Et que là encore, au Parlement européen, nous continuons à travailler ce point. J'ai moi-même, avec 20 autres collègues, on est en train d'initier un groupe de travail sur l'apprentissage en Europe. Il y a encore beaucoup de difficultés, de freins, parce que nous avons des systèmes très divers. On n'a pas fait notre Bologne de l'apprentissage, on l'attend avec impatience, mais je crois que c'est un combat très important, à la fois pour l'inclusion, mais pas uniquement, mais pour le développement de toutes les nouvelles compétences. Et là, quand on reparle, ce qui concerne tout le monde, des ingénieurs aux artisans, qu'on parle de transition écologique numérique, c'est tout à fait stratégique. Oui, Bologne, donc la fameuse harmonisation des diplômes européens. Merci beaucoup Laurence Farin, vous restez avec nous. On va donner la parole au recteur Bernard Beignet. Vous êtes en direct avec nous de Marseille. Recteur, pouvez-vous nous dire, alors je le rappelle, vous êtes un des recteurs de régions académiques les plus engagés sur le sujet. Dites-nous comment vous allez vous approprier le nouveau programme sur la région académique Aix-Marseille. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Oui, nous sommes très très engagés et j'aimerais souligner deux éléments qui me paraissent très importants. Au 1er janvier 2020, il y a eu l'entrée en vigueur des régions académiques. Ici, ce sont deux académies, Aix et Nice. Et au 1er janvier 2021, il y a eu l'union entre le ministère de l'Éducation nationale et puis celui de Jeunesse et Sport. Et ces deux réformes très importantes renforcent considérablement à la fois la région académique, et Erasmus doit désormais fonctionner à travers les régions académiques, mais également bien souligner, et je me permets d'insister vraiment très fortement là-dessus, sur le fait que le ministère de l'Éducation nationale est aussi celui de toute la jeunesse et de tous les sports. Ça change très profondément son horizon. Quelqu'un disait que, enfin le ministre plus exactement, disait que nous approchons des 35 ans. Nous avons encore beaucoup à faire pour développer Erasmus, cela vient d'être parfaitement dit. J'aimerais donner un chiffre pour ne pas se noyer dans les chiffres. Dans notre région, nous avons environ 1 millier. C'est beaucoup par rapport à ces dernières années, c'est en même temps très peu par rapport à la totalité. 1 millier d'élèves des lycées professionnels qui bénéficient d'Erasmus. Eh bien, quand on regarde le devenir de ces élèves, et je vous demande d'être très attentif à ce seul chiffre, les 3/4 de ceux qui ont fait une mobilité par Erasmus, les 3/4 continuent une formation après leur baccalauréat. Et quand on regarde ceux qui sont restés, non seulement sur le territoire français, mais la plupart du temps uniquement dans la ville où est leur lycée, seul 1/4 poursuivent des études. C'est-à-dire qu'on a la démonstration probante, et qui n'est pas à la limite, qui n'est pas à la marge, qui est vraiment au cœur, que la mobilité internationale enclenche une mobilité des esprits, une ouverture dont les effets sont absolument bénéfiques. Nous allons maintenant réfléchir à l'intérieur de la région académique comment, avec mon collègue de Nice, mais également le recteur délégué à l'enseignement supérieur, nous donner vraiment une envergure régionale. Et j'ai entendu avec beaucoup de satisfaction à la fois une grande simplification du processus administratif d'Erasmus
Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. L'accréditation va changer considérablement la donne et nous permettre également, parce que le petit défaut que nous avions aperçu, mais ce n'est pas une critique pour le passé, c'est une remarque pour préparer davantage l'avenir, l'accréditation nous permettra de ne pas fonctionner par tel ou tel établissement, mais par public ciblé. Et des publics que nous avions sans doute, sans le vouloir, mais inconsciemment tendance un tout petit peu à négliger. Je songe aux enfants en situation de handicap, parce qu'il y a des problèmes qui peuvent se poser techniquement parlant. Ceux auxquels nous ne songions sans doute pas du tout, qui est les élèves en situation de décrochage. Pour eux, c'est une possibilité de raccrocher d'une manière tout à fait exceptionnelle. Et ça, ce sont des programmes tout à fait nouveaux. Quant au financement, il a fait des bons considérables, le ministre l'a lui-même rappelé, mais j'aimerais quand même souligner un élément sur lequel, dans les 35 années à venir, puisque nous ne sommes qu'au début, il faudra vraiment progresser. Dans notre académie, nous avons 45 000 élèves, je dis bien l'académie, pas la région, 45 000 élèves qui font une mobilité. Mais sur ces 45 000, seulement actuellement 3 500 passent par Erasmus. Et donc ça signifie que tous les autres font cette mobilité grâce au financement des familles. Nous avons vraiment à progresser là-dessus et je ne doute pas une minute de la volonté à la fois de l'Union européenne et de tous les pays qui s'y consacrent et qui veulent aller dans ce sens. Enfin, un tout dernier point qui est la question du Brexit. C'est encore très nouveau. Nous avons vu la position de ce pays profondément ami du nôtre et le Royaume-Uni à propos d'Erasmus. Il est de fait que beaucoup d'élèves vont au Royaume-Uni pour des raisons faciles à comprendre. Notre région académique a toujours des liens très étroits et anciens avec Glasgow, l'Écosse, avec l'Irlande, et nous allons les maintenir avec ces deux contrées en voyant comment nous pouvons persévérer. En tout cas, voyons l'aspect optimiste des choses et non pas les difficultés qui sont devant nous, mais nous sommes là pour les résoudre. Merci beaucoup Bernard Beignet, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Merci d'avoir été en direct avec nous. Vous évoquiez le Brexit. Évidemment, peut-être que j'aurais dû commencer par ça, mais la pandémie est quand même aujourd'hui aussi le sujet numéro 1. Mais le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Je voudrais vous poser la question aux uns et aux autres. Qu'est-ce que ça change concrètement pour le nouveau programme 2021-2027, Laure Coudrelot ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est une surprise qu'il n'y ait pas de continuité et d'accord d'association. On ne le prévoyait pas comme ça. Mais ce que ça va changer, alors il y a deux temps de réponse. Tout ce qui a été commencé dans le cadre d'Erasmus+ 2014-2020 se poursuivra. C'est-à-dire que tous les appels à propositions qui ont intégré le Royaume-Uni, par exemple la Convention 2019 et 2020, se poursuivront. Et quand on dit ça, ça peut se poursuivre jusqu'en 2023, pour être simple. Et on respectera les règles européennes pour à la fois ces mobilités et à la fois ces partenariats. Ce qui va changer, c'est sans doute l'entrée des personnes au Royaume-Uni. Et là, bien évidemment, il y aura sans doute des questions de visa et d'assurance santé. Donc, quelque part, un renchérissement pour ceux qui partiront au Royaume-Uni de ces mobilités. Absolument. Sur toute la période nouvelle qu'on a décrite, 2021-2027, eh bien, le budget a été construit sans le Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni n'est pas pays programme, comme on dit, pour cette période-là. Ouais. Mathieu Roumégous, sur le volet jeunesse et sport. Très brièvement, en 3 points. Premier point, de la même manière que pour le secteur éducation-formation, tous les projets en cours pourront se poursuivre et aller à leur terme, tous les projets conventionnés jusqu'à 2020.
Donc là, ça pourra se poursuivre avec les conditions que Laure Coudrelot évoquait aussi, coût des visas et coût de l'assurance santé. Deuxième point, le fait que le Royaume-Uni quitte le programme, ça vaut aussi pour le secteur jeunesse, et c'est une mauvaise nouvelle qu'il y a un pays en moins dans le programme. Troisième point, malgré cela, l'impact reste limité pour le secteur jeunesse, puisque jusqu'à présent, le Royaume-Uni ne faisait pas partie des principaux partenaires des porteurs de projets du secteur jeunesse. Donc l'impact sera relativement faible pour le secteur, pour Erasmus Plus Jeunesse, comme pour le Corps européen de solidarité. Laurence Farin, c'est vrai que ça a été quand même une déception que le Royaume-Uni ne souhaite même pas rester en tant que pays, comment vous dites, pays tiers, pays associé, pays partenaire. Ouais. Très honnêtement, pour moi, ça n'a pas été une surprise parce qu'on l'a vu combien Erasmus est emblématique de l'Union européenne. Donc quand on veut la quitter, on choisit ces programmes de soft power qui font, comme on dit en bon français, qui font se rencontrer les gens. De même, Boris Johnson et son gouvernement ont refusé des visas spéciaux pour les artistes de la musique. Donc tout ça, ça va dans le même sens. Alors je dirais que bien sûr que c'est une immense déception, c'est un choc affectif dans tous nos pays, parce qu'on connaît aussi des membres. Alors je dirais aussi que c'est peut-être le ferment du Royaume des Unis, parce qu'on a vu la réaction immédiate de l'Irlande du Nord parce qu'elle le pouvait, qui dit « nous on reste dans le programme ». Elle le pouvait parce qu'il y a un passeport irlandais. On voit que l'Écosse a fait aussi un appel par film interposé en disant « welcome » aux étudiants européens. Bon, concrètement, aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose de technique. Je pense qu'il y aura beaucoup de déclarations. Et puis, il faut compter sur les citoyens, sur leur volonté à rester ensemble. Monsieur le recteur l'a dit aussi, il veut maintenir les liens. Je pense qu'il y aura des initiatives un peu parallèles qui peut-être demain aboutiront à un changement sur ce point. Mais là, aujourd'hui, on est dans cette phase de rupture voulue par le peuple britannique, pas par la majorité, et puis exacerbée par la personnalité de Boris Johnson. Alors en conclusion, finalement, beaucoup de bonnes nouvelles, de points positifs avec ce nouveau programme. Est-ce que vous pensez les uns et les autres que ce nouveau programme 2021-2027 peut réenchanter l'Europe dans le contexte actuel, le contexte immédiat de pandémie, de crise sanitaire, mais aussi à moyen terme, voire court terme, de crise économique? Sur quoi on peut compter finalement, Laure Coudrelot? Je crois qu'on peut compter sur le fait qu'il est complètement dans la réalité qui est la nôtre. On va développer des compétences pour des publics qui auront peut-être plus de difficultés à rentrer sur le marché. On sait que la mobilité est un moteur de l'entrée sur ce marché. On sait qu'il répond à des attentes et des préoccupations de la jeunesse. La transition écologique, c'est extrêmement clair. Et on sait qu'avec les budgets qui ont été développés, on va pouvoir faire adhérer à ce programme davantage de jeunes qui jusque-là ne s'étaient même pas posé la question de savoir si un jour ils pourraient sortir de France et qui le pourront. Et nos agences auront aussi ce rôle de promotion dans les territoires de façon beaucoup plus forte qu'elles ne l'ont fait jusque-là. Donc je crois, oui, il y a de quoi réenchanter. Mathieu Roumégouz. Complètement d'accord avec ce qui a été dit. Le programme contribuera fortement à réenchanter l'Europe, puisque ce qu'on a dit, plus de budget, ça veut dire plus de projets, encore plus d'interculturalité, plus de mobilité aussi. Et on sait que quand les jeunes partent en Europe, le sentiment d'appartenance à l'Europe se renforce et la citoyenneté européenne se renforce aussi. Et un programme qui répond complètement aux aspirations des jeunes, que ce soit sur l'inclusion, sur le numérique, sur l'environnement. Et quand l'Union européenne prend des décisions qui correspondent aux aspirations des jeunes, ça ne peut que contribuer, à mon sens, à réenchanter l'Europe. Ouais. Et puis en période de crise, c'est vrai qu'on a tendance, Laurence Farin, à se recentrer sur la famille. Et l'Europe, c'est aussi une famille, peut-être le rappeler. Oui, tout à fait. Pour ma part, je pense que Erasmus est déjà, on l'a vu en termes d'image, de symbolisation de l'Europe très fort. Et le fait que beaucoup de nouveaux publics vont pouvoir découvrir cette mobilité. Et on le voit sur le terrain quand on rencontre des lycéens du monde professionnel qui ont découvert la mobilité, quelle ouverture ça donne, donc quel attachement ça donne à cette mobilité. Donc sans aucun doute, ça va renforcer nos liens. Et puis en creux, le Brexit nous le dit aussi. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il part, mais c'est tout à fait ça. Quitter Erasmus, c'est un déchirement. Donc on veut rester dans Erasmus, et Erasmus, c'est l'Europe. Eh bien, merci à vous tous. Laure Coudrelot, directrice de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation. Merci à vous, Mathieu Roumégouz,
pour le côté jeunesse et sport. Vous êtes directeur de l'agence Erasmus+, donc côté jeunesse et sport. Merci aussi à Madame Thémis Christofidou qui était en direct avec nous de Bruxelles, directrice générale éducation, culture, jeunesse et sport. Merci au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer, qui était avec nous par vidéo interposée. Et puis merci aussi à vous, Madame l'eurodéputée Laurence Farin, et à Bernard Beignet, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à vous tous.